Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. Il peut arriver de considérer que l'art est un luxe, une parenthèse, un ornement, comme si la beauté n'était qu'un supplément d'âme et non le creuset même où se forgent nos vérités les plus tenaces. Cependant, c'est bien grâce à la littérature, au cinéma, à la musique parfois, que nous apprenons le plus sur nous-mêmes, sur les autres et sur la vie. L'art peut être un outil d'élégance, une discipline exigeante et une liberté à la fois. Une façon de connecter ce qui semble éloigné, de décrypter ce qui nous échappe et de s'inspirer bien évidemment. Nous explorerons aujourd'hui ces facettes méconnues, ces leçons que seul un poème ou un plan séquence ose nous murmurer. Et surtout, comment éviter les pièges qui transforment l'expérience artistique en performance ou en énigme angoissante. L'excellence ici ne se mesure pas à ce que l'on sait, mais à la façon dont on se laisse transformer. À la fin, nous verrons 2 petits exercices pour démultiplier nos perspectives, parce que comprendre l'art, c'est d'abord oser s'y perdre. L'art est souvent relégué au rang de divertissement ou de décoration, comme si sa véritable puissance résidait uniquement dans son esthétique. Pourtant, quand nous osons l'aborder différemment, il devient bien plus qu'un simple objet de contemplation. Il devient un outil d'élégance, une façon de connecter ce que nous savons à ce que nous ressentons et de découvrir des vérités sur nous-mêmes et sur les autres que la vie ordinaire ne nous révèle pas toujours. L'art, sous toutes ses formes, nous offre un langage pour exprimer l'inexprimable, pour donner une forme à nos émotions les plus complexes et pour nous relier aux autres avec une profondeur que les mots seuls ne suffisent pas à atteindre. Une conversation autour d'un tableau, d'un poème ou d'un film peut transformer une discussion superficielle en un échange riche et significatif. Ce n'est pas parce que nous maîtrisons l'histoire de l'art ou les techniques cinématographiques que nous en tirons toute sa valeur, mais parce que nous acceptons de nous laisser toucher, de nous interroger, de nous laisser toucher, de nous laisser bouleverser. Quand nous lisons un roman, comme Crime et Châtiment par exemple, ce n'est pas seulement l'intrigue qui nous captive, c'est la façon dont Dostoïevski nous plonge dans les tourments de Raskolnikov et qui nous force à nous demander « Et moi, jusqu'où est-ce que j'irai pour justifier mes choix ?» De même, un film comme, j'espère que vous l'avez vu, Le voyage de Chihiro, ne se contente pas de nous divertir, il nous invite à réfléchir sur la croissance, sur le sacrifice, sur la résilience, des thèmes qui résonnent avec nos propres défis évidemment. L'art nous apprend à voir au-delà des apparences. Il nous montre que derrière chaque visage, chaque geste, chaque situation, il y a une multitude de couches, de contradictions, de possibilités. Il nous rappelle que la vie n'est pas une série de réponses toutes cuites, comme on en parle souvent, mais c'est un espace où nous pouvons expérimenter, apprendre et nous inspirer. C'est une école de la complexité humaine où nous apprenons à embrasser nos propres contradictions et celles des autres. Mais pour que l'art devienne cet outil d'élégance, il faut accepter de s'y engager avec respect. Respect pour l'œuvre, respect pour notre propre sensibilité et respect pour les interprétations des autres. Ce n'est pas une question de performance ou de savoir encyclopédique encore une fois, mais de curiosité et d'ouverture. Quand nous permettons à une œuvre de nous imprégner, elle devient un miroir. Elle reflète nos aspirations, nos peurs, nos espoirs, et elle nous aide à comprendre tout ça. En cela, l'art est une discipline exigeante, mais libératrice. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais il s'agit de savoir comment aborder l'inconnu. Comment aborder l'inconnu avec grâce et humilité. Et c'est précisément cette attitude qui transforme notre rapport au monde et à nous-mêmes. Maintenant que nous avons vu comment l'art peut devenir un outil d'élégance et de connexion, explorons ces facettes méconnues, celles qui en font une véritable école de la vie. Nous avons souvent tendance à réduire l'art à ce qu'il représente en surface. Une belle image, une mélodie envoûtante, une histoire captivante. Cependant, ces vraies leçons se cachent bien au-delà de ces apparences. L'art est donc une école de la vie parce qu'il nous confronte à des questions que nous n'osons pas toujours nous poser.
Il nous apprend à voir ce que nous ignorons, à ressentir ce que nous refoulons et à comprendre ce que nous simplifions trop vite. Là est sa richesse. Reprenons l'exemple, une discussion autour d'un film. Nous pouvons en parler en termes de scénario, de jeu d'acteur, de mise en scène, mais c'est quand nous nous demandons pourquoi est-ce que ce personnage m'agace-t-il autant ou pourquoi cette scène me touche, pourquoi est-ce qu'elle me touche sans que je sache l'expliquer. C'est quand on se pose ces questions-là que l'art commence vraiment son travail. Certains films ne se contentent pas de raconter une histoire sociale. Ils nous forcent à interroger nos propres préjugés, nos peurs de l'échec, nos croyances, ces frontières ténues entre ambition et cupidité, par exemple. Juste un exemple. De même, le fameux tableau comme Guernica, par exemple, de Picasso, ne se limite pas à dénoncer la guerre. Il nous place face à l'absurdité de la violence. Et ça nous invite à ressentir l'horreur qu'il dépeint plutôt qu'à analyser. C'est dans ces moments de trouble, et parfois même souvent d'inconfort, que l'art nous transforme. L'art nous révèle aussi les paradoxes de l'existence. Il nous montre que la beauté peut naître de la souffrance, que la force peut se cacher dans la vulnérabilité, et que ce que nous jugeons laid ou parfois incompréhensible est souvent ce qui a le plus à nous apprendre. Un roman comme L'étranger de Camus, par exemple, nous dérange parce qu'il refuse de nous offrir une morale claire. Il nous pousse à accepter que certaines questions n'ont pas de réponse et que c'est justement dans cette incertitude que réside une part de notre humanité. C'est une leçon précieuse dans un monde où nous sommes constamment incités à trancher et à simplifier. C'est audacieux de la part de certains auteurs de générer ce genre de choses. Parfois, ils ne le font même pas exprès. Mais quand ils le font exprès et qu'ils y arrivent, c'est très audacieux. Parce que ce n'est pas parce qu'on essaie de faire ressentir des choses à travers des créations qu'on y arrive. Et puis, il y a ces facettes de l'art que nous sous-estimons aussi. Sa capacité à nous connecter aux autres, même à travers les siècles. Quand nous lisons Les Misérables aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'étudier le 19e. Nous reconnaissons nos propres combats pour la justice, nos doutes, nos espoirs. Quand nous écoutons une sonate de Chopin, une nocturne de Chopin, nous ne ressentons pas seulement de l'émotion, nous partageons un langage universel qui dépasse les mots et qui dépasse le temps. L'art nous rappelle que, malgré nos différences, nous sommes liés par des expériences communes. L'amour, la perte, la quête de sens, toutes ces choses. On le sait au plus profond de nous, que ces choses-là, on le sait. Et n'importe quelle personne qui s'est laissée toucher par l'art à un moment donné dans sa vie est tout à fait capable de vous dire ce que je viens de dire. Mais c'est fondamental. Et c'est toujours bon de se le rappeler. Et enfin, l'art nous enseigne l'humilité. Quand on veut bien l'entendre. Il nous montre que nous ne savons pas tout, que nos certitudes sont fragiles et que c'est dans l'ouverture et non dans la maîtrise que nous grandissons. Une œuvre qui nous résiste, quand on ne la comprend pas, ce n'est pas un échec, c'est une invitation à élargir notre regard. Une peinture abstraite qui nous laisse perplexes, un poème hermétique par exemple qui nous échappe, ce sont pas des défis à surmonter, c'est juste des portes à franchir avec curiosité. C'est s'interroger, c'est envisager les choses de différentes manières. Et puis franchement, si l'œuvre en question ne nous parle toujours pas, eh bien soit, c'est tout. Elle n'est pas faite pour nous. Mais reconnaissons-lui quand même le mérite d'avoir activé un tant soit peu nos méninges. Personnellement, il m'est arrivé d'être en colère devant certaines œuvres. Comme tout le monde, mes goûts personnels vont vers une esthétique et une atmosphère particulière. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Et quand je rencontre l'extrême inverse de mes goûts, parfois ça me met en colère tellement je comprends pas comment on peut exposer une telle croûte ou une telle œuvre, entre guillemets. Mais en prenant du recul, je suis vraiment capable d'en rire parce que qu'une simple œuvre puisse provoquer des choses pareilles, c'est quand même intéressant. Bon, passons. Maintenant que nous avons exploré les facettes de cette école de la vie, voyons comment éviter les pièges qui nous empêchent de tirer pleinement parti de cette école de la vie, et comment, au contraire, en faire un outil d'approfondissement et de transformation. Quand nous abordons l'art, nous avons souvent tendance à le faire avec une série d'attentes et de méthodes qui, bien qu'elles paraissent logiques, finissent par nous éloigner de son essence même. Ces tentatives, bien intentionnées, transforment une expérience qui devrait être vivante et inspirante en un exercice de performance, de frustration, ou pire, une source de découragement. Pourtant, l'art n'est pas une matière à maîtriser, contrairement à ce qu'on pense, mais c'est un espace
un espace où nous pouvons nous autoriser à ne pas tout savoir, à ne pas tout comprendre et à nous laisser surprendre surtout. Ici, je vais vous parler de mauvaise façon, entre guillemets. Dans l'absolu, il n'y a pas de mauvaise façon. Mais quand on n'est pas dans l'absolu et quand on a pour objectif d'expérimenter la vie à travers l'art, il y a des façons plus optimisées que d'autres. La première mauvaise façon, c'est de vouloir tout savoir avant de ressentir. Je plaide coupable. Nous avons cette habitude de croire que pour apprécier une œuvre, il faut d'abord en connaître le contexte, l'auteur, le mouvement artistique et j'en passe. Nous nous plongeons dans des biographies, des analyses techniques, des théories, comme si l'art était un examen à préparer. Et dans le quotidien, c'est pas ça. C'est une bonne chose de vouloir tout ça, mais c'est aussi pas une bonne chose, parce qu'en faisant cela, nous risquons de passer à côté de l'essentiel, qui est que ce que l'œuvre nous fait ressentir, en fait. Ce que l'œuvre nous fait ressentir ici et maintenant. Par exemple, face à un tableau abstrait, notre premier réflexe peut être de chercher ce qu'il représente, ce que l'auteur a voulu dire, etc. Comme si le fait de ne pas identifier ce que c'est, de ne pas identifier une forme reconnaissable, c'était un échec. Mais c'est justement dans cette incertitude-là que ça se passe. Et si, au lieu de chercher une réponse, nous nous demandions « Qu'est-ce que cette œuvre éveille en moi ?» avant toute chose. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'ouverture. Comment dire ? Vous savez, moi, mon métier, je suis dans la communication, je suis stratégiste en communication, et j'ai quelque chose que j'aime faire comprendre aux gens, c'est que le sens le sens ne voyage pas intact. Quand vous donnez du sens à quelque chose, et ça prend tout son sens du coup, tout son sens, dans l'art, c'est que quand quelqu'un veut transmettre un sens, il ne va pas arriver intact dans l'esprit de la personne. Quand vous voulez transmettre du sens, vous transmettez quelque chose, et la personne qui est en face de vous, c'est pas un terminal, c'est pas une radio, hein, elle va pas le recevoir comme ça. Elle va prendre des bribes de ce que vous lui avez raconté, et elle va le reconstruire dans un sens qui lui est propre. Un sens, ça se transmet pas, ça se reconstruit ça se reconstruit chez l'autre personne. L'art, c'est pareil. Ce n'est pas un test, c'est une invitation. Une invitation à construire quelque chose qui a du sens pour vous. Deuxième mauvaise façon, réduire l'art à une analyse technique ou intellectuelle. Nous avons appris, surtout dans les systèmes éducatifs, à disséquer les œuvres, analyser les métaphores, décortiquer les symboles, étudier les structures. Mais quand nous nous limitons à cette approche, elle est nécessaire, mais quand nous nous limitons à cette approche, nous perdons de vue que l'art est d'abord une expérience sensorielle et émotionnelle. Prenons l'exemple d'un poème. Nous pouvons passer des heures à en étudier la métrique, les rythmes, les références littéraires. Mais si nous ne nous laissons pas toucher par les mots, par le rythme, par ce qu'ils évoquent en nous, nous passons complètement à côté. L'art n'est pas un casse-tête à résoudre, c'est un miroir qui nous renvoie les fragments de nous-mêmes, des fragments de nous-mêmes. L'art est une conversation où nous sommes à la fois l'auditeur et l'interlocuteur. Au lieu de nous demander « que veut dire ce poème ?», nous pourrions nous interroger et nous dire « qu'est-ce que ce poème me fait ressentir ? Quelles images, quelles émotions, quels souvenirs éveille-t-il en moi ?» La troisième mauvaise façon, c'est attendre de l'art qu'il nous donne des réponses claires. Nous avons cette tendance à vouloir que l'art nous explique la vie, qu'il nous fournisse des réponses toutes faites, des leçons de morale, des solutions à nos dilemmes, etc., etc. Mais l'art, par nature, est ambigu, paradoxal, ouvert. Il ne nous dit pas « voici ce que tu dois penser », mais « voici une perspective, voici une émotion, voici une question. Et maintenant, à toi de voir ce que tu veux en faire. » Par exemple, un film comme Inception ne nous donne pas une réponse sur la nature de la réalité, mais il nous provoque, il nous pousse à nous interroger. Et si nous attendons une conclusion nette, on sera toujours frustré. L'art ne nous offre pas des certitudes, il nous offre des chemins que nous devons parcourir nous-mêmes. Quatrième mauvaise façon, c'est utiliser l'art comme échappatoire. Parfois, nous nous réfugions dans l'art pour fuir la réalité, comme si plonger dans un roman ou un film nous permettrait d'échapper à nos propres épreuves. Et je ne dis pas le contraire, ça peut être salvateur parfois, évidemment. Mais l'art n'est pas une fuite, c'est un retour.
C'est un retour à nous-mêmes, à nos contradictions, à nos forces, à nos faiblesses. L'art ne nous distrait pas de la vie, il nous y prépare. Parfois, et oui c'est vrai, la vie fait trop mal. Et ça nous fait un bien fou d'aller dans un autre univers. Je le sais, je le fais. Mais ce que j'ai bien compris aussi, c'est que de s'immerger trop fort et trop longtemps, ça fait perdre la tête. Pourquoi ? Parce que parfois, là-bas c'est mieux, et ici ce sera jamais comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le genre de pensée qui peut nous traverser et vous comprenez très bien pourquoi ça nous enfonce émotionnellement plus qu'autre chose. Ces pensées-là, on les a dans des moments où on ne va pas très bien. Où on ne va pas très bien. Où émotionnellement on ne va pas très bien. Et c'est entièrement normal. Ça arrive à beaucoup de monde, beaucoup. Si ce n'est tout le monde. En revanche, quand vous vous servez de cette immersion dans un autre univers comme tremplin à votre propre vie, à votre propre réalité, ça peut être un moteur redoutable. Sincèrement, ça peut être redoutable. En résumé, l'art n'est ni une performance, ni une énigme, ni une échappatoire. C'est un espace de liberté. C'est un espace où nous pouvons nous autoriser à ne pas tout savoir, à ne pas tout maîtriser et à nous laisser toucher. Les mauvaises façons d'aborder l'art sont souvent le reflet de nos peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, les injonctions sociales, la pression sociétale, la peur de l'inconnu, la peur de l'ambiguïté, j'en passe. Mais c'est précisément en acceptant ces peurs et en acceptant ces paradoxes que nous pouvons optimiser notre rapport à l'art et par là même nous optimiser nous-mêmes, entre guillemets. Si nous apprenons l'art ou même autre chose avec cette curiosité et cette humilité-là, croyez-moi, tout l'apprentissage technique sera une facilité. Et cet apprentissage technique deviendra surtout bien plus sympa et bien plus inspirant parce que vous ferez des connexions naturelles entre les choses, donc vous apprendrez plus vite, vous apprendrez certainement plus de choses et vous retiendrez bien mieux ce que vous étudiez. C'est pas donné à tout le monde de se laisser toucher par l'art, vraiment. Et parfois, c'est très naturel pour certains. Mais dans tous les cas, si vous le faites consciemment, si vous essayez, ça va transformer votre rapport aux choses. Et maintenant que nous avons étudié ces quelques pièges, passons à la pratique. Oui, la pratique. Voyons 2 exercices concrets pour démultiplier nos perspectives grâce à l'art. Des outils simples, mais très cool, pour transformer notre rapport aux œuvres et par là même au monde. Le premier exercice, ça peut être un carnet de résonance. Prenons une œuvre, un film, un tableau, un poème, et notons dans ce carnet, sans filtre, tout ce qu'elle éveille en nous. Pas d'analyse, pas de jugement, juste des impressions. Par exemple, cette scène me rappelle une dispute que j'ai eue il y a des années, ou ce personnage me donne envie de me taire, comme si je craignais de trop en dire. Ou cette couleur me serre la gorge et je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est pas des jugements, c'est juste des impressions. L'idée, ce n'est pas de comprendre immédiatement, c'est de capturer ces éclairs de sens. C'est de capturer ces émotions qui surgissent avant même que notre esprit ne les censure. Par exemple, après avoir vu Portrait de la jeune fille en feu, au lieu de chercher à disséquer le symbolisme des couleurs, vous pouvez écrire, je sais pas, le regard d'Héloïse me trouble parce qu'il me renvoie à ce moment où j'ai senti qu'on m'a percé à jour pour la première fois, par exemple. Ou le silence entre les 2 femmes me fait penser à toutes les choses que je n'ose pas dire. Relire ces notes plus tard révèle souvent des liens insoupçonnés entre l'œuvre et notre vie. C'est un exercice d'humilité. L'art devient vraiment un miroir et nous, des observateurs curieux de nos propres réflexes. Ça fonctionne bien parce que ça nous habitue à écouter nos réactions plutôt qu'à les contrôler. Et il se cache souvent beaucoup de choses dans ces détails. Le deuxième exercice, je l'appelle l'œuvre contraste. Choisissons une œuvre qui nous dérange. Une œuvre qui nous ennuie ou qui nous laisse indifférents. Un roman qu'on a abandonné, un tableau qu'on trouve laid, ou je pense à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou une chanson qui nous irrite, par exemple. Et au lieu de la squeezer, posons-nous 2 questions. La première, qu'est-ce que cette œuvre suppose de vrai sur le monde ? Qu'est-ce qu'elle suppose de vrai sur le monde ou sur moi et que je refuse de voir ? Difficile, hein ? Ou alors, niveau un peu plus facile, qu'est-ce que cette œuvre suppose de vrai sur le monde ou sur moi que je ne crois pas ? Et après, vous pouvez vous poser la question que je refuse de voir.
Et la deuxième question, c'est à quoi ressemblerait ma vie si je trouvais que cette œuvre était belle ou même magnifique? Ça fait changer de perspective grave. Prenons un exemple concret. Si un tableau abstrait nous semble chaotique et sans sens, nous pourrions nous demander « Et si ce chaos reflétait quelque chose que je redoute dans ma propre vie ?» L'imprévisible, le désordre, l'absence de maîtrise par exemple. Ou si je devais défendre cette œuvre devant quelqu'un qui la déteste, quels arguments trouverais-je ? Cet exercice nous force à sortir de nos certitudes et à explorer des angles que nous aurions autrement ignorés. Ici, il ne s'agit pas de nous convaincre d'aimer ce qui nous déplaît, pas du tout. C'est de comprendre pourquoi ça nous résiste. Bien sûr qu'on a nos goûts, nos choix, etc. Mais en fait, on ne s'interroge pas pour les changer. On s'interroge juste pour savoir, en fait. C'est tout. Souvent, nos rejets en disent long sur nos limites. Et les dépasser, même un tout petit peu, élargit notre champ de vision. Et parfois, on ne trouve aucune réponse. Ça arrive. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais au moins, on aura fait le chemin. On aura fait le cheminement. Et on sera passé par plusieurs choses. Et ça nous aura enrichi d'une certaine manière. Ces 2 exercices ne demandent ni talent, ni savoir encyclopédique. Juste de la curiosité et le courage de nous laisser surprendre. L'art, au fond, n'est pas juste une matière à étudier, comme je vous le disais. On peut aussi le considérer comme une conversation où nous avons tout à gagner, à écouter, et même ce qui nous dérange en fait. Et c'est précisément là que commence la vraie élégance intellectuelle. J'espère que cette émission vous a plu et je serai ravie de vous lire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!